Dominique Blasi, président du conseil scientifique du fonds MSD Avenir. Cher Dominique, prenez place avec Corinne Micheli, rhumatologue à l'hôpital Cochin de la BHP. Nathalie Aulnay parlait de conseil scientifique, effectivement, dans les fondations qui distribuent des fonds au titre de l'intérêt général. Ce n'est pas de l'intérêt privé, c'est vraiment pour faire du bien. Eh bien, les conseils scientifiques sont évidemment absolument cruciaux. C'est le cas également avec le fonds MSD Avenir, on va en parler, et avec Dominique. Je voudrais simplement, non pas par coquetterie, par élégance, mais parce que j'ai une question très très précise pour Corinne, commencer par poser une question à Corinne. Vous voyez qu'on dit professeur Corinne Micheli, rhumatologue. Donc rhumatologue, on soigne des gens. Quand on soigne des gens, on a encore le temps de faire de la recherche. Il faut en vouloir quand même. Pour faire la recherche, il faut avoir la passion. Vous, la passion de la recherche, ça a commencé quand? C'était toute petite? Ça fait longtemps, oui. On parlait tout à l'heure de rêve de gamin. C'est un peu ça, hein, la recherche. Je crois que sur les rencontres, il y a différents éléments. Je crois qu'il y a des trajectoires qui vont être convergentes. Notre fil conducteur, c'est la recherche. Et la passion, je crois que c'est un élément, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui date j'avais 13 ans, 14 ans. La recherche m'intéressait. Alors la recherche pour la recherche, et la recherche pour essayer d'aider les gens qui sont malades, c'est un peu une idée qui germait depuis longtemps. Donc voilà, j'ai choisi de faire médecine, mais médecine avec toujours cette idée de faire de la recherche. J'ai fait le parcours de tous les cliniciens chercheurs, hein. On est nombreux comme ça. On commence par un master 2, on vérifie que ça nous intéresse bien. Ouais, ça nous intéresse bien, surtout quand on fait un master 2 à l'Institut Pasteur, qui est un peu chez nous le Graal, c'est-à-dire waouh. Voilà, donc la partie théorique, hein, pas la pratique. C'était déjà un premier accès, et puis clairement, ça confirme que j'ai envie de faire de la recherche. On continue, après on essaye de faire une thèse de sciences, donc bah oui, vraiment c'est passionnant. Et puis voilà, on racontera d'autres choses après, mais quand on est jeune chercheur, clinicien, on n'est pas forcément confronté aux difficultés de la recherche au départ. On est à fond dans notre sujet, on est passionné, c'est génial, la pipette, le lien qu'on peut faire, comment on va pouvoir construire un projet et voir les répercussions qui vont pouvoir se mettre en place pour les patients, mais ça reste encore un petit peu lointain. On verra un petit peu plus tard les difficultés quand on est dans le cœur du sujet. Donc moi, de mon côté, le fil conducteur, c'est la recherche et la passion. Et vous, Dominique? C'est quelque chose que je dis assez rarement. En fait, j'ai fait médecine, je suis médecin diabétologue, endocrinologue de formation. Et en fait, dès la fin des dernières années de médecine, j'étais impliqué avec des départements, des services qui faisaient de la recherche. Et ça me passionnait. Donc en fait, c'était ensuite, j'ai eu une activité privée d'endocrinologue, très peu de temps, parce que je suis rentré en même temps dans l'industrie pharmaceutique, et l'industrie pharmaceutique m'a ouvert les portes de la recherche, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de travailler dans les laboratoires très orientés recherche. Et quand je dis très orienté, c'était l'ADN du laboratoire, c'est la prétention de vouloir développer eux-mêmes leurs molécules, d'aller dans la découverte même des mécanismes d'action. Et ça ça remplissait ma curiosité, c'est-à-dire en permanence, je pouvais être drivé par ça au quotidien, dans mon activité quotidienne. Et donc ensuite, quand on a discuté de comment aider la recherche en France en tant que laboratoire pharmaceutique, laboratoire MSD, eh bien, dans les discussions qu'on a eues, c'était de créer un fonds de dotation qui s'appelle MSD Avenir et qui est indépendant en fait du laboratoire. Je suis à la fois directeur médical du laboratoire MSD, mais je suis aussi président du conseil scientifique du MSD Avenir et aidé par un conseil scientifique avec lequel j'ai énormément de plaisir à travailler parce que toutes les discussions qu'on peut avoir sur les projets et avec une équipe, en particulier avec Annie qui est ici ce soir, avec lesquelles on a des tas de discussions sur ces projets. Et ben, nous avons maintenant donné environ des dons pour 60 projets qui existent en France, qui tournent en France. Donc c'est une grande fierté et c'est un grand plaisir au quotidien de travailler comme ça. Et alors du coup, Corinne, comment la rencontre se fait avec MSD et puis on peut se dire, voilà, on est entre nous.
les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas une bonne presse aujourd'hui, les banques n'ont pas une bonne presse, etc. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs économiques qui n'ont pas une bonne presse, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas tellement le sujet, mais du coup, quand on est du côté de la recherche, avoir un don de MSD Avenir, c'est quoi? C'est bien, c'est pas bien, on est super content, on est... Alors, pour resituant le contexte, donc, je vous ai passé les premières années, la fleur au fusil, on est super content, on travaille, on a un projet de recherche. Ça, c'est la partie assez simple, on est encore jeune. Puis on commence à vieillir, et puis on commence à avoir en charge des projets de recherche. Et là, on commence les difficultés. C'est-à-dire que quand on est clinicien-chercheur, il y a une première difficulté, c'est de trouver du temps pour faire la recherche. Bon, ça, on s'arrange, on a 3 journées en une, ça, c'est pas grave. Quand on a la passion, le moteur, il marche très bien. Après, il faut trouver de l'argent. La recherche, ça ne se fait pas comme ça. Il faut des subventions, ça coûte cher la recherche, surtout aujourd'hui avec des technologies qui sont poussées et qui sont coûteuses. Et malheureusement, je dirais, les institutions gouvernementales, et en l'occurrence l'ANR, je ne vais pas leur jeter, les pauvres, ils essayent de nous aider comme ils peuvent. Pour vous donner une idée, quand vous soumettez un projet de recherche à l'ANR, donc l'Agence nationale pour la recherche, la probabilité que votre projet de recherche soit retenu, c'est 8%. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines d'équipes en France qui soumettent chaque année des projets de recherche à l'ANR. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Et du fait de la grande concurrence, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui font de la recherche en France sur plein de sujets, sur plein de pathologies différentes, eh bien les chances de succès sont très maigres. Donc un des éléments, c'est que dans la recherche, il faut être très résistant à la frustration. Ça, c'est un premier élément. Et donc, dans cette difficulté ambiante pour trouver des financements, il est évident que l'industrie, au jour d'aujourd'hui, on peut noircir le tableau de façon tout à fait non justifiée. Les industriels nous aident énormément pour la recherche. Et clairement, MSD Avenir est une source de financement qui change les choses. Quand Dominique vous dit qu'ils aident 60 projets, c'est énorme. C'est énorme et ça nous aide beaucoup. Donc voilà, il y a des difficultés à trouver des financements et clairement l'industrie nous aide beaucoup et c'est quelque chose de capital pour nous. Mais Dominique, inversement, pourquoi la rhumatologie, pourquoi à l'hôpital Cochin, dans le service de Maxime de Gados, hein, c'est Corinne qui est là ce soir, mais voilà, on a une petite pensée pour Maxime de Gados, pourquoi finalement c'est ce projet-là qui est retenu? Parce que, je le redis, hein, le fonds MSD Avenir, c'est un fonds qui finance au titre du mécénat, donc c'est de l'intérêt général, à nouveau, c'est vraiment pour financer la recherche, c'est pas pour faire la recherche externalisée d'un laboratoire pharmaceutique, ça n'a rien à voir avec ça. Alors du coup, pourquoi ce projet-là, dont on va parler un petit peu en détail? Alors, je pense que c'est une liberté qu'on a quand on crée un fonds de dotation, on en crée les règles. Et en fait, il a été décidé dans le laboratoire, c'est-à-dire de créer un fonds de dotation qui n'ait pas de bénéfice direct pour le laboratoire. La volonté, la vraie volonté, c'était de favoriser et d'aider la recherche en France. Parce que, visiblement, il y a un tissu de recherche en France, des capacités de recherche, des compétences qui sont uniques, qui sont fantastiques et qui cherchent de l'argent en permanence. Donc notre souci, ça a été de dire, on va chercher des sujets de recherche, des projets qui soient ceux qui risquent de faire avancer le plus une question donnée. Et en fait, la question que je posais souvent à ceux qui m'ont rencontré, c'est est-ce que vous avez un rêve dans votre recherche? Alors souvent, les gens nous parlaient de nos produits. Et je leur disais, oubliez ça. D'ailleurs, je ne suis pas là pour les produits, je suis là pour parler de vos rêves. Et on a envie que vous ayez quelque chose une recherche que vous n'osez jamais prononcer parce que vous savez que l'ANR va vous dire non. Et bien c'est celle-là qui nous intéresse. Et celle-là qui va vous faire progresser de là où vous êtes devant vos concurrents les plus directs. Et en fait, on cherchait ces projets-là. Alors pourquoi Cochin? Alors en fait, on part de rien au départ. Je ne suis pas un chercheur fondamental, professionnel, permanent. Et donc je n'avais pas une cartographie qui était faite. Et en fait, on est parti de ce qu'on savait, et en particulier des pathologies dans lesquelles notre laboratoire est appliqué. Et il y a une pathologie, la spondylarthrite ankylosante, et on savait qu'en rhumatologie, il y a un service qui est extrêmement important en France, c'est le service de Cochin, du professeur Dougados, et donc nous sommes allés voir le professeur Dougados. Et ensuite, les critères de choix, je vais dire, c'est la qualité du projet, bien sûr, mais c'est surtout la qualité de l'interaction avec les chercheurs. C'est le contact humain. C'est-à-dire, j'ai essayé au début, quand on a créé son dotation,
Je suis allé dans des... vous savez, il y a des business angels, des start-upers qui vont et qui cherchent des fonds comme ça, et j'ai participé à des réunions dans lesquelles ils venaient présenter. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces professionnels de détermination des bonnes start-up à soutenir ou pas, et bien 90% de leur choix s'est fait sur l'humain. C'est-à-dire, est-ce que c'est une équipe qui est cohérente? Est-ce que c'est une équipe qui travaille dans le bon sens? Est-ce que c'est une équipe qui est à l'écoute de vos soucis et de votre recherche de bons sujets de recherche? Est-ce que c'est une équipe qui vous donne des définitions du projet qui soient claires, qui soient facilement identifiables, que je pourrais moi-même expliquer après à d'autres, au conseil scientifique ou au conseil d'administration? Et donc, l'humain est au cœur de cette recherche. Et je pense qu'on a réussi à trouver des magnifiques sujets de recherche parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a discuté, et ça ne s'est jamais fait en une fois. C'est toujours plusieurs rencontres où il y avait un établissement des limites du projet, ou des remarques qu'on faisait qui étaient visiblement très écoutées. Et ça, c'est comme ça qu'on a réussi à monter ce genre de projet. Ce projet dont on parle, c'est une maladie, la spondylarthrite ankylosante. Alors déjà, rien que d'essayer de l'écrire, moi, ça me rend malade. J'avoue que c'est très compliqué, j'ai jamais réussi à l'écrire sans faire des fautes d'orthographe. De quoi il s'agit concrètement dans ce projet, Corinne? Alors déjà, la spondylarthrite ankylosante, on dit maintenant plus trop spondylarthrite ankylosante parce que pour les patients c'est anxiogène, ankylosant, c'est difficile. Et puis surtout parce que grâce à des très bons traitements maintenant dont on dispose, des traitements biologiques, justement les patients ne s'ankylosent pas. Donc c'est un rhumatisme inflammatoire hyper fréquent, 0,6% de population générale. En gros, pour faire simple, c'est des douleurs de la colonne qui sont chroniques, qui réveillent les patients la nuit. Ça touche surtout des sujets jeunes, en moyenne ça démarre à 24 ans, donc ils sont en plein dans leur activité professionnelle. Vous imaginez que faire face au boulot quand vous êtes réveillé toutes les nuits par des douleurs qui vous obligent parfois à vous relever et tout ça, c'est assez compliqué. Donc heureusement depuis 2000 on a des traitements qu'on appelle biologiques, des anti-TNF, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui maintenant les plus récents anti-L17, bref c'est des traitements qui ciblent des protéines de l'inflammation, qui marchent en gros très bien. Qui marchent très bien, mais pas dans 100% des cas. Hein, c'est toujours le problème, hein, les traitements et la médecine, il n'y a rien qui marche dans 100% des cas malheureusement. Et donc, en gros, c'est 70% des cas pour avoir une réponse bonne au traitement et seulement 50% des cas pour avoir une très bonne réponse au traitement. Donc le challenge qu'on a aujourd'hui, et la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a des moyens, maintenant qu'on commence à avoir plusieurs traitements, est-ce qu'on a un moyen, sur un plan biologique, de définir les patients qui vont être bons répondeurs, par exemple, à tel traitement, ou bons répondeurs à tel autre traitement, pour donner tout de suite le bon traitement, pour éviter de passer des mois pour le patient à avoir encore mal et encore pas reprendre le boulot et tout ça. Donc c'est cette question que l'on a posée, et en plus aussi sur les questions de comprendre comment ces traitements marchent. Et donc, basé sur des données biologiques de réponse immune, d'analyse de votre système immunitaire, ou des paramètres d'épigénétique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros de comprendre comment l'expression de vos gènes est régulée, on a essayé de définir des signatures qui permettent de prédire, avant de mettre le traitement, que tel patient va pouvoir répondre à ce traitement, ou plutôt à tel autre. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place ce projet. On en discutait, comme quoi vous voyez, on est toujours tout feu, tout flamme, et donc j'expliquais les derniers résultats. On avait des résultats très intéressants avec des signatures biologiques qui semblent nous permettre de prédire la réponse à ces traitements qu'on va valider évidemment sur d'autres cohortes de patients. Donc c'est ça l'esprit de ce projet de recherche, et de définir des marqueurs prédictifs de réponse au traitement. Vous savez, on parle beaucoup de médecine personnalisée. Quand on entendait parler de ça il y a 5 ans, ça nous semblait très abstrait. Maintenant, ça devient vraiment au cœur de la recherche, et ça s'applique à beaucoup de domaines, pas seulement à la rhumatologie, bien entendu. Dominique, sur l'ensemble des projets, 60 projets donc financés depuis 3 ans maintenant, hein, que le fonds existe. Les projets sont des projets qui sont dans tous les domaines. Il y a des faisceaux importants, je ne sais pas, en cancérologie, en cardiologie, où finalement c'est uniquement la qualité du projet, quelle que soit la source, qui a primé. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, on a recherché en fonction de ce qu'on savait. Donc forcément, on a été aussi dans les domaines qu'on connaît très bien. Alors, on soutient beaucoup de recherches très fondamentales, mais aussi de la recherche clinique et surtout de la recherche translationnelle. Je crois que la grande fierté qu'on peut avoir dans l'équipe, et ce qu'on se dit souvent, c'est que, parce que c'est le feedback qu'on reçoit, c'est qu'il y a des gens qui
venaient avec une idée de recherche, ils venaient seuls, et qu'on leur a dit qu'on ne les aiderait que s'ils venaient à plusieurs, s'ils étaient capables de travailler ensemble, et s'ils étaient capables de mettre une équipe réellement qui soit mobilisée sur le projet. Alors il m'est arrivé comme ça de partir d'une discussion avec un seul professeur et de la fois suivante d'avoir 9 à 10 professeurs autour de la table qui étaient là et qui disaient on est tous concernés par cette recherche, on y va. Et ça, et après il me disait mais tu sais Dominique, jamais on n'aurait fait ça sans MSD. Ça c'est notre richesse, c'est ce qu'on a fait. Alors il y a ces projets de recherche que vous entendez parler, hein, ce sont les études qu'on voit publiées régulièrement. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, j'allais dire, des recherches sociétales. Et par exemple, quelqu'un voulait créer une maison de répit, il était venu nous voir pour créer cette maison de répit. Et je lui ai dit, nous, on a un fonds de dotation pour la recherche. Et en fait, ce qui manquait à sa maison de répit, son projet, il a très bien fonctionné. Et en fait, il avait les financements qu'il fallait pour faire sa maison de répit. Ce qui lui manquait, c'était des financements pour avoir une recherche de ce qu'apporte une maison de répit dans la prise en charge des familles de patients chroniques. Et donc, on soutient ce projet de recherche, qui n'est pas du tout le projet de recherche habituel dont vous entendez parler sur l'intimité de la cellule et du noyau de la cellule. Et puis, il y en a un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On soutient l'université des patients, et l'université des patients avec comme sujet de recherche l'efficacité, l'évaluation des programmes et comment ça se passe pour les patients et comment est-ce qu'on peut améliorer ce système grâce à une évaluation qui soit rigoureuse et scientifique. Donc en fait, un grand panel, une grande diversité. Alors après, quand on regarde les allocations, forcément, en ce moment, il y a beaucoup de recherche en oncologie. Je crois que c'est un domaine qui est moteur. Bien sûr, on est dedans. Mais on est un laboratoire extrêmement orienté vers les maladies infectieuses, puisqu'on a l'ensemble du panel des médicaments potentiels dedans. Et ça nous tient à cœur de pouvoir aider de la recherche fondamentale, parce que là, les chercheurs en France sont aussi numéro 1 dans le monde, et que si ça peut les aider encore à aller plus loin et plus vite, eh ben, on sera très heureux de l'avoir fait. Voilà. Aller plus loin et plus vite. Corinne, la suite du projet aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer déjà une suite? C'est un projet qui va durer de mémoire 4 ans. Le financement est sur 4 ans, ce qui est pas courant non plus d'avoir un financement sur autant d'années pour pouvoir se dire on a 4 ans devant nous pour faire la recherche. Et demain, qu'est-ce qui se passera? Alors, c'est important ce que vous dites, Rodolphe. En fait, les financements pour des équipes de recherche, c'est quoi? La première chose, c'est une fierté quand même, parce que des fois, les chercheurs, ils sont un petit peu dans leur coin, ils ont leur sujet, mais tant qu'ils sont tout seuls à faire leur recherche, voilà. Alors quand on commence à avoir l'aval d'un conseil scientifique qui nous dit, bah ouais, votre projet il nous intéresse, il est de bonne qualité, bah c'est déjà ça, c'est une fierté, vraiment une fierté. Le deuxième point, c'est la sérénité. C'est-à-dire que je vous ai dit toutes les difficultés qu'on a au quotidien pour essayer de trouver des financements pour faire avancer la recherche. Un clinicien-chercheur, il faut bien voir que vous avez la moitié du temps qui est à l'hôpital, il y a la moitié du temps qui est à l'enseignement, et il y a encore la moitié du temps, vous avez bien compris qu'il n'y a pas 3 moitiés dans une journée, qui est à faire la recherche. Et sur cette moitié de recherche, il y a 70% du temps qui est dédié à rechercher des financements. D'accord? Pendant qu'on fait des recherches de financement, on ne fait pas de recherche. Et on ne s'occupe pas des patients. Donc la sérénité, pourquoi? Parce que 4 ans d'un financement, ça veut dire que pendant 4 ans, je vais me consacrer exclusivement sur mon temps labo à faire de la recherche, à émettre des hypothèses, à essayer de les valider. Donc ça, c'est une richesse inouïe qui dépasse simplement le fait que ce soit de l'argent. C'est une richesse scientifique énorme. Donc ça, c'est énorme. Le troisième point, c'est le côté structurant. Quand vous avez des financements qui sont quand même très conséquents, comme ceux qu'on peut obtenir grâce à MSD Avenir, eh bien, d'une petite équipe, on commence à se rapprocher d'une deuxième équipe, et puis on commence à faire des ponts avec une troisième, puis une quatrième, et c'est le caractère structurant de ces financements, c'est-à-dire que cette recherche, grâce à MSD Avenir, elle va nous permettre de déposer vendredi un projet de RHU, donc là c'est des financements qui permettent de réunir 9, dans notre situation, 7 équipes de recherche, enfin 7 équipes cliniques, plein d'équipes de recherche fondamentale ou translationnelle. Donc vous voyez que d'une petite pierre, on arrive petit à petit avec une grosse pierre, puis encore une plus grosse pierre, à structurer la recherche et à clairement faire avancer les choses. Donc c'est vraiment... c'est un vrai trésor.
Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires, des remarques pour mieux comprendre? C'est une question qui s'adresse à tous les deux. Que se passerait-il, et peut-être est-ce déjà arrivé, si l'une des solutions d'aboutissement de ces recherches pouvait avoir un impact sur votre laboratoire, c'est-à-dire s'il y a une solution médicamenteuse trouvée, et il n'y a nulle malice dans ma question, c'est vraiment une question de curiosité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et vous êtes-vous posé la question de savoir si cela n'est jamais arrivé, quelle serait votre attitude? Et puis, je suis le commissaire aux comptes de la Fondation. Je voulais revenir un instant sur les fonds dédiés, les fonds fléchés. L'un des travaux qu'on doit faire au sein de la Fondation est de nous assurer que tous les fonds fléchés vont à bonne destination. Donc, non seulement, évidemment, la Fondation APHP, vous imaginez bien, une certaine régularité là-dessus, mais nous sommes obligés également de certifier la chose. Donc, c'est une sécurité pour chacun des donateurs. Dominique. Alors, c'est une excellente question, on y a beaucoup réfléchi. Alors en fait, il y a déjà 40 publications qui sont sorties de ces 60 dons qui existent. Il y avait plusieurs publications par projet. Hein. Il y en a déjà 40 qui sont déjà faites, internationales. Et il y a déjà 4 brevets qui ont été soumis et acceptés. Et il y en a 2 qui sont soumis en attente d'acceptation. Ces brevets, ces publications ne nous appartiennent pas en tant que laboratoire pharmaceutique ni MSD Avenir, ils appartiennent aux équipes qui les ont fait. Donc en fait, quelque part, on a le droit à une sorte de premier regard, puisque je suis au courant, et nous sommes au courant de la recherche qui est effectuée dans tel service, dans telle équipe. Mais ensuite, le chercheur est libre d'aller voir le partenaire qu'il souhaite pour pouvoir discuter du brevet. Éventuellement, notre laboratoire peut être intéressé, mais il est bien stipulé que c'est comme si on était un autre laboratoire et nous entrons en discussion à ce moment-là avec les équipes. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Mais je le souhaite parce que je trouverais ça formidable. Une question encore. Oui, il y a quelque chose qui m'a échappé, je n'ai pas dû capter. En fait, quel est le lien entre MSD Avenir et la Fondation APHP? Qui répond? Je veux bien commencer. Allez, Dominique. C'est une histoire de rencontre, le hasard. On était à la PHP, on était venu discuter recherche, et on venait discuter avec un certain nombre de membres là, et c'était le jour où ils commençaient à réfléchir et mettaient les premières pierres de la fondation APHP. Et très vite, c'était pas ce projet-là, mais c'est un autre projet pour lequel nous avons été partenaires. Et en fait, l'équipe de la fondation APHP est tellement sympathique, tellement facilitante, tellement dynamique, que c'est extrêmement, c'est juste merveilleux de travailler avec eux. Et donc on l'a choisi aussi comme étant notre support pour d'autres projets, parce que ça facilite nettement l'avance du projet. Et on sait, ce sont des intermédiaires qui ne sont pas contraignants, c'est-à-dire ils sont juste facilitateurs. Donc en fait, pour nous, qui sommes habitués aux méandres administratifs partout, quand on rencontre une équipe comme celle-là, c'est juste merveilleux. Voilà. Mais effectivement, simplement pour ajouter, c'est presque une double garantie que tout ce qu'on a dit là est bien vrai, c'est-à-dire qu'on parle bien d'intérêt général. On ne sait pas l'intérêt business du laboratoire pharmaceutique MSD qui est en jeu avec le fonds MSD Avenir, c'est financer de la recherche. Français, c'est un point important aussi, parce que la MSD France se bat pour que la France existe dans le monde, et comme beaucoup d'industriels, quel que soit leur domaine, en France se battent pour que la France existe d'un point de vue industriel dans le monde, mais c'est également vrai dans la recherche. Donc un fonds qui est une structure d'intérêt général, qui finance une fondation qui est d'intérêt général, ça vous garantit vraiment que les fonds vont bien au bon endroit et vont financer une recherche qui est indépendante, qui est avec des chercheurs qui sont libres de publier les articles qu'ils veulent, les résultats qu'ils veulent. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment une double garantie. Il me reste à vous remercier vraiment beaucoup pour cette intervention.